Si aujourd'hui on vous dit que votre enfant a de grandes chances de finir sans emploi après son diplôme, l'enverrez-vous quand même suivre la formation concernée? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ogwe Éducation. Le but de cette vidéo est de mieux comprendre le chômage qui touche les jeunes diplômés en particulier et la population active de manière générale. L'objectif est d'identifier les causes, de mieux les comprendre et ainsi faire ressortir les potentielles solutions. Commençons par poser le constat. Quels sont les chiffres du chômage au Gabon? Les différentes publications qu'on a pu parcourir font état d'un taux de chômage de 20,28% pour la population globale et un taux à 36,36% pour les jeunes de 14 à 24 ans, d'après les estimations 2023 de l'Organisation mondiale du travail reprises par la Banque mondiale. Si on veut faire une comparaison avec nos voisins, on se situe dans les mêmes proportions que le Congo qui affiche un taux de chômage à 19,9%, mais bien au-dessus de la Guinée équatoriale qui affiche un taux de chômage à 8,4% et du Cameroun qui est à 3,6%. Il est important de noter que ces données rapportées par la Banque mondiale ne font pas l'unanimité. Ce sont les seules données officielles qui sont disponibles, sachant que nos États ne produisent pas d'études statistiques de cette nature sur ces sujets. Au Gabon, les jeunes constituent la tranche la plus touchée par l'absence d'emploi et les diplômés ne sont pas épargnés. L'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur n'est pas une garantie d'emploi. L'une des raisons les plus avancées est le manque d'adéquation entre les formations proposées et le marché du travail. Pour mieux jauger cette hypothèse, on a ressorti un recensement des formations proposées au Gabon dans l'enseignement supérieur réalisé en 2023 par Ogwe Éducation. Pour 114 établissements recensés sur le territoire national, c'est un total de 1310 formations qui sont proposées. On les a classées par secteur et par métier et on a obtenu les informations suivantes. Plus de 18% des formations concernent les métiers de l'administration des entreprises, du contrôle de gestion et des ressources humaines. Environ 10% des formations concernent les métiers de la santé. 7,6% des formations proposées s'adressent aux métiers de l'industrie et de la fabrication et un peu plus de 7% des formations s'adressent aux métiers de la logistique, du transport et des douanes. Lorsqu'on pousse un peu plus l'analyse de ces chiffres, on constate que plus de la moitié des formations s'adressent à des métiers de support tels que la logistique, les ressources humaines ou le marketing. Ce sont des métiers qui dépendent de l'existence d'une activité économique pour justifier leur existence. En plus des formations aux métiers de l'industrie, de la fabrication ou de l'informatique qui sont adressées à des secteurs qui ne se développent pas au Gabon. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour lire plus en détail le graphique. Il y a donc bel et bien un problème d'adéquation entre l'offre de formation et le monde du travail. Mais ce fait n'explique pas tout car dans ce cas, il faudrait orienter plus vers les filières techniques et scientifiques, mais il y a également un chômage important pour les diplômés dans ces filières. Et ce raisonnement paraît réducteur. Se faire embaucher implique qu'on puisse trouver en fin d'études une économie portée par des entreprises ayant besoin de la main-d'œuvre correspondant au diplôme délivré. On a ensuite l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, de plus en plus promus par nos autorités, mais qui ne nous paraît pas être la solution pour les raisons qu'on verra un peu plus loin dans la vidéo. On peut donc se demander pourquoi autant de formations sans réelle perspective d'emploi existent et sont proposées au Gabon et pourquoi les étudiants y sont orientés. Deux raisons ou causes nous paraissent crédibles et pertinentes. Premièrement, l'enseignement supérieur est un marché, un business. De nombreuses écoles supérieures privées existent pour délivrer des diplômes sans réelle pertinence avec la réalité économique du pays. Ce sont des entreprises qui ont pour but final de générer du profit. Peu importe la pertinence des formations tant qu'elle permet de convaincre les clients qui sont les étudiants et leurs parents et l'État qui finance les frais de scolarité des boursiers à travers l'Agence nationale des bourses du Gabon. Ça explique pourquoi la majorité des universités et écoles privées supérieures proposent les mêmes formations d'une école à l'autre. Il ne semble pas y avoir de réels questionnements sur la raison d'exister de certaines formations proposées. Certains parents se retrouvent ainsi à financer le futur chômage de leurs enfants. Deuxièmement, on a l'objectif du taux de réussite aux examens qui prend tellement d'importance pour l'État qu'on semble avoir oublié l'utilité pour le pays. Que ce soit pour le baccalauréat général, professionnel ou pour le BTS, si le diplôme obtenu ne sert pas à l'évolution professionnelle des lauréats, il perd son utilité. La question du chômage des jeunes diplômés ne peut se contenter d'être traitée sous le prisme de la formation sans tenir compte de la situation économique du pays. Le chômage étant une conséquence de la situation économique du pays, il n'est pas possible de traiter cette question sans une analyse de l'état du pays et c'est là que se trouvent les principales causes du problème. Premièrement, notre pays est économiquement inerte. L'économie locale ne vit pas et se trouve dans un état de stagnation ou de régression. Une économie qui vit est une économie qui produit, qui crée de la richesse, qui génère de l'activité et des échanges en son sein.
Un pays dans lequel des projets de plus en plus ambitieux peuvent voir le jour. Dans le cas du Gabon, c'est plutôt l'inverse. On ne produit pas ce qu'on consomme au quotidien. C'est le cas de notre alimentation qui est importée à plus de 80%. L'essentiel des produits manufacturés et transformés sont importés. Ce sont les textiles, les produits pharmaceutiques, l'équipement de bureau, la machinerie, les matériaux de construction. Globalement, tout ce qui équipe notre quotidien et ce jusqu'aux éléments simples comme les cure-dents. Ce constat se confirme lorsqu'on s'intéresse à l'importance des différents secteurs qui composent le PIB du Gabon. En première position, on a le secteur extractif porté par le pétrole et le manganèse qui compte pour un tiers du PIB gabonais. Ensuite, on a le secteur publicitaire et les services financiers et immobiliers qui cumulent 28% du PIB. L'agriculture, portée par l'exploitation forestière et la production d'huile de palme, représente 5% du PIB. Le secteur manufacturier et celui de la construction, censé incarner la création de richesses, cumulent à eux deux 13% du PIB gabonais estimé à 19 milliards de dollars. Il y a concrètement un manque de production et d'industrialisation au Gabon. Difficile dans ce contexte de générer de l'économie en dehors de l'exploitation des matières premières. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en Afrique, le problème c'est qu'en fait, ils n'ont aucune industrie de transformation. Donc en fait, la valeur ajoutée, c'est chez nous qu'on la fait. Donc on leur prend leurs matières premières, qu'on leur achète. D'accord ? Qu'on leur achète un peu moins cher, je te dis, que sur les marchés, mais qu'on leur achète quand même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc la valeur ajoutée ne reste pas dans le pays. La valeur ajoutée, elle est faite ailleurs. Elle est faite dans les pays occidentaux, qui prennent les matières premières, qui les emmènent chez eux et qui en font des produits. Tant que tu n'auras pas d'industrie de transformation sur place, et donc une valeur ajoutée qui restera sur place, tu n'auras aucun développement. Tu peux mettre des milliards, tu n'auras aucun développement. Donc, c'est voulu, et c'est voulu par nos pays depuis très longtemps. Tant qu'on continuera à fonctionner comme ça, eh bien, l'Afrique ne se développera pas. Dans l'idéal, il faut que la richesse produite par le Gabon puisse financer l'économie locale et favoriser son développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le second point important est qu'en l'état actuel, le Gabon est un pays qui ne peut pas se développer. Un développement économique n'est pas possible au Gabon dans la situation actuelle, principalement pour des raisons de souveraineté. Nous ne contrôlons pas la monnaie que nous utilisons et nous n'avons pas la maîtrise de nos ressources naturelles. Le pétrole et le manganèse sont principalement exploités par des entreprises qui n'ont pas pour vocation de contribuer au développement du pays et nul ne peut analyser sérieusement l'économie sans tenir compte de la monnaie. La monnaie est le carburant qui sert aux échanges et au financement de l'économie. Et dans notre cas, il s'agit du franc CFA, une monnaie coloniale qui stérilise nos économies. Le franc CFA est une monnaie dont la France est propriétaire et sur laquelle elle garde un contrôle. Elle s'en sert depuis sa création pour favoriser l'implantation et le développement des entreprises françaises dans l'espace économique qui l'utilisent. Sur le site internet de la Banque des États de l'Afrique centrale, on peut lire que le franc CFA est une monnaie adossée à l'euro et le Trésor public français est le seul organe qui assure et garantit la convertibilité du franc CFA. Une règle qui ne permet pas aux États membres de la BEAC d'avoir un contrôle sur la monnaie et leurs économies. C'est la France qui peut décider de la valeur et du taux de change de la monnaie. La France a un contrôle sur nos échanges internationaux, importation et exportation par le mécanisme de la convertibilité. La France a un contrôle sur notre système bancaire, donc sur le crédit qui participe directement au financement de l'économie avec des conséquences directes sur le développement de l'entrepreneuriat. Nos États ne peuvent utiliser de manière libre la monnaie que nous utilisons et ajuster sa valeur en fonction des besoins de nos économies. Est-ce la France qui souhaite à tout prix garder son emprise sur les pays africains ou est-ce la responsabilité de nos dirigeants qui permettent que ce fonctionnement existe ? Dans tous les cas, s'il n'y a pas de souveraineté monétaire, difficile pour nos États de porter des politiques ambitieuses sur le plan économique. Il y a ce qu'on appelle la centralisation des réserves de change, c'est-à-dire que les deux banques centrales reçoivent les devises obtenues, disons, par les opérations commerciales à l'étranger, à travers les fonds envoyés par les travailleurs expatriés, etc. Et donc, ces devises sont centralisées. Et ces banques centrales, une fois qu'elles ont centralisé, sont tenues de verser 50% de ces avoirs extérieurs nets dans des comptes du Trésor français logés à la Banque de France. Ces comptes, on les appelle les comptes d'opération. À ce titre, on dit que la France est garant de cette monnaie-là.
Donc ça veut dire que la France garantit qu'à chaque fois que nous aurons besoin d'euros, la France est prête à nous échanger nos CFA contre des euros. Sur le principe, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la France ne garantit pas de fait le franc CFA, la convertibilité du franc CFA en euros. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons suffisamment de réserves de change, ça veut dire que nous pouvons nous-mêmes changer nos francs CFA en euros ou en devises. Lorsqu'il n'y en a pas assez, là, nous pouvons avoir besoin de la garantie française. C'est-à-dire que la France dit, je vous apporte le supplément d'euros dont vous avez besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 72 ans? Est-ce que la France a une fois garanti le franc CFA? Non. Il y a une seule fois, en 1993, où objectivement, on avait besoin de la garantie française, c'est-à-dire maintenir la parité qui était à l'époque 1 franc français égale 50 francs CFA. Et donc, comme on n'avait pas assez de réserves de change, la France a décidé d'évaluer. Donc, c'était la seule fois où on était un peu dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a assez de réserves de change, assez de devises, la garantie française, elle est superflue. Lorsqu'on n'en a pas assez, ce n'est arrivé qu'une seule fois, la France avait choisi de dévaluer. Donc c'est presque un jeu de dupes. Non, elles n'ont pas de souveraineté sur leur monnaie. Et donc les statuts des banques centrales également ne peuvent être changés sans l'aval de la France, qui siège à travers ses représentants dans les instances de ces deux banques centrales, c'est-à-dire le comité de politique monétaire et le conseil d'administration. Donc toutes les décisions statutaires importantes ne peuvent être prises sans l'aval de la France. Et donc par exemple, si on devait réviser la parité, c'est-à-dire la valeur des francs CFA en euros, c'est une décision aussi qui relève de la prérogative du gouvernement français. D'une certaine manière, maintenant, comme il y a la zone euro, donc nous subissons passivement la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Donc, c'est-à-dire que la politique monétaire, elle n'est pas souveraine. C'est-à-dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Banque des États de l'Afrique centrale ne sont pas libres, disons, de déterminer le volume de crédit qu'il faut pour nos économies. Mais elles réagissent passivement à la politique de la Banque centrale européenne. Donc c'est un choix qui a été fait de privilégier ce qu'on appelle l'équilibre externe, c'est-à-dire la stabilité du taux de change avec une faible inflation au détriment de l'équilibre interne, c'est-à-dire la possibilité d'agir sur l'économie pour accroître la production et aussi accroître le volume d'emploi. Déjà, c'est un instrument politique. C'est-à-dire que s'il y a des volontés de rébellion quelque part, la France peut bloquer les opérations à l'international. La France peut rappeler les États à l'ordre. Donc ça, c'est vu, par exemple, avec Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, c'est vu aussi au moment des indépendances. Sur le plan personnel, il faut au maximum analyser la pertinence des formations, que ce soit par les étudiants ou par les parents d'élèves. Éviter les formations qui ne correspondent pas à la réalité économique actuelle du pays. Par exemple, se former en électronique permet d'acquérir des compétences intéressantes, mais l'économie actuelle ne permet pas d'insérer une grande quantité de diplômés dans ce domaine. L'offre de formation doit être à l'image du marché du travail, de la réalité économique ou du potentiel d'exportation du pays. Sur le plan collectif, en tant que nation, il faut prendre le temps de s'intéresser et de comprendre la situation économique du pays. Comprendre comment est produite la richesse au Gabon, quelle est l'évolution de nos exportations sur les 20 dernières années, quelles sont les règles de fonctionnement de notre monnaie, qui produit la nourriture que nous consommons. Au-delà des considérations et des intérêts personnels, les choix et les revendications doivent se faire de manière éclairée. C'est un bon point de départ. On ne peut résoudre efficacement un problème si on ne l'a pas bien compris en amont. Du point de vue de la nation, plusieurs solutions existent. Quitter le franc CFA et en finir avec l'aide internationale au développement qui ne fonctionne pas. Promouvoir et favoriser la production locale. Promouvoir et développer les formations aux métiers qui mettent en valeur les ressources et les compétences locales, la construction en terre, l'agriculture ou la santé. Nos pays ne sont pas pauvres. La présence d'entreprises étrangères qui s'enrichissent sur nos territoires suffit à le démontrer. Cependant, nos richesses sont à valoriser localement. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à consulter les liens qui sont en description, ça peut vous intéresser. Et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.